Ce soir, dans le cadre de rencontre Espace Plat, nous accueillons effectivement Patrick Veil pour le sens de la République. Et la modération sera faite, et je ne vais pas écorcher votre nom, et à chaque fois, par Magali Della Souda. Donc, au nom de la machine à lire et de l'ensemble de l'équipe, nous sommes ravis d'organiser et d'écouter cette rencontre. Très rapidement, je vais introduire Patrick Veil, qui est à la fois historien et on pourrait dire politiste, mais aussi juriste, puisqu'au fond, ses travaux relèvent notamment de l'histoire du droit, et spécialiste de la question de la nationalité. Et parmi tant d'autres choses, qui est aussi quelqu'un qui a eu un rôle dans des propositions, en tout cas dans les politiques de la nationalité à cet égard, et qui a eu un rôle important au sein de la commission Stasi, qui a fait des propositions qui ont été votées sous la forme de la loi de 2004. L'ouvrage qu'on présente aujourd'hui, Le sens de la République, répond à mon sens à différentes interrogations qui ont laissé les chercheurs, mais pas seulement, les citoyens et les citoyennes aussi, perplexes depuis plusieurs années, et propose à mon sens une vision de la République inclusive, intégratrice, et résout des dilemmes, notamment autour de la question de la laïcité, permet de repenser aussi la question de l'immigration, sous un angle très différent de l'angle très anxiogène qui est proposé par différents éditorialistes et essais que l'on songe à Zemmour, à Finkielkraut ou autres. Voilà, donc je propose tout de suite de laisser la parole à Patrick Veil pour qu'il présente son ouvrage avant de laisser la parole à la salle. Merci. Merci, ça marche. Je peux mettre votre micro. Oui, je pense qu'il marche. Allô? Oui, ça marche. Alors merci beaucoup de cette invitation, merci d'être venu. Donc ce livre, en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée de le faire, c'est mon éditeur, et qui a eu l'idée de le faire avant les attentats de janvier. Bon, moi, il m'a dit il faut qu'on fasse un point. J'ai travaillé depuis 30 ans sur les questions d'immigration, de nationalité, de laïcité. Voilà, il y avait tout ce livre, je ne sais pas si vous avez lu ou acheté le livre de M. Zemmour, il y a vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Vous voulez que je réponde, j'ai regardé, j'en parle dans mon livre un peu. J'ai dit, bon, j'ai pas envie de refaire ce que j'ai déjà fait depuis 25 ans, parce que ça me donne de l'ennui à écrire, donc j'ai dit, je veux bien faire ça dans un dialogue avec un journaliste. Et voilà, on a pris rendez-vous pour le 19 janvier l'année dernière, pour préparer ce projet qu'on aurait voulu faire cette année-là. Et puis entre-temps, il y avait eu les attentats. Donc j'ai dit, bah, là, je ne peux même plus travailler, j'ai perdu un ami, j'étais un ami de Cabu. Je ne pouvais plus faire mes travaux habituels, j'ai dit, je fais le livre tout de suite. Je ne peux pas attendre, je vais le faire tout de suite. Et je l'ai fait vraiment en 2 mois. C'est-à-dire qu'on a fait un premier entretien, ils m'ont envoyé des décryptages, après j'ai tout réécrit. J'ai réécrit en pensant que je me parlais. Et ça donne quelque chose de vivant et d'accessible, plus que quand j'écris dans mon bureau, où probablement je pense plus à mes collègues qu'à un public plus large. Et du coup, on a fait ça, il y a 11 chapitres, il y a 11 questions et il y a 11 chapitres. Alors en fait, pour démarrer la discussion, je dis la chose suivante. Aujourd'hui, nous ne nous sentons pas, nous ne nous sentons plus assez compatriotes. Il y a une partie des Français qui se dit « je ne reconnais plus le pays dans lequel j'ai grandi ». Et parfois, ça les amène à voter pour le Front National. Et d'autres qui se disent « je suis français ou je suis française, mais on ne me reconnaît pas comme tel ». Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, une des explications tient au sujet sur lequel j'ai travaillé depuis 30 ans, c'est l'immigration. La France est le plus vieux pays d'immigration d'Europe. Dans la première partie du XXe siècle, les immigrés qui sont venus venaient surtout d'Europe. Et à l'exception des Belges, ils étaient tous non francophones,
soit eux-mêmes, soit leurs enfants ont dû apprendre la langue, et soit eux-mêmes, soit leurs enfants se sont naturalisés, sont devenus français, etc. Après, la deuxième partie, après la Seconde Guerre mondiale, on a fait venir beaucoup de migrants de territoires sous autorité française. Et quand je dis territoire sous autorité française, ça peut être aussi bien les actuels départements d'outre-mer, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, l'Algérie, qui était territoire français jusqu'en 1962, ou bien des protectorats comme la Tunisie, le Maroc, ou des territoires d'outre-mer comme le Mali, enfin aujourd'hui le Mali, mais les territoires d'Afrique occidentale française, etc., etc. Et beaucoup de ces migrants, quand ils arrivaient en métropole, ici, chez nous, ils étaient déjà français. Ils parlaient le français. Mais nous, métropolitains, on ne les a pas reconnus comme tels. Et on ne les a pas reconnus comme tels parce qu'on ne les voyait pas comme compatriotes. D'ailleurs, quand on parle aujourd'hui des immigrés, on parle de gens qui sont parfois arrivés, ou de leurs enfants, ils étaient déjà citoyens. Et on dit encore immigrés. Et ça tient à quoi? Ça tient à ce que leur part de l'histoire de France n'est pas intégrée dans notre part, dans la façon dont on parle l'histoire de France. Et la meilleure preuve de ce que j'avance, c'est l'histoire que je raconte qui est arrivée après le vote de la première loi Taubira. C'est la loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. À la suite de cette loi, quelques années plus tard, un collègue fait un commentaire dans une interview dans le journal du dimanche où il dit bon, qu'il ne voit pas pourquoi on reconnaîtrait l'esclavage comme crime contre l'humanité, parce que le crime contre l'humanité, c'est né, c'est un concept de droit qui est né dans l'après-Seconde Guerre mondiale pour punir les criminels nazis, notamment des génocides des Juifs. Et il fait l'objet d'une plainte de Français descendants d'esclaves, et à la suite de cette plainte, 25 grands historiens, Pierre Nora, Pierre Vidal-Naquet, Antoine Gros, font un appel qui s'appelle Liberté pour l'Histoire, dans lequel ils prennent la défense de mon collègue en disant qu'il a le droit de dire ce qu'il veut, ça je suis d'accord, mais ils disent il y a un anachronisme à parler du crime contre l'humanité pour quelque chose qui n'existait pas comme concept et adapté, disons, affecté à l'esclavage, qui est un phénomène du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que mes collègues se trompent. Ils ne savaient pas que la France avait reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité dès la première abrogation de 1794. Donc nous sommes en fait le premier pays à avoir introduit dans son droit le concept de crime contre l'humanité et de l'avoir donc appliqué à l'esclavage. Et ensuite, comme on a dû s'y prendre 2 fois pour abolir l'esclavage, puisque Napoléon l'a dit, on a remis, au moment de la deuxième abolition, on a remis que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Et qu'est-ce qu'on a mis pour punir l'esclavage crime contre l'humanité comme punition spéciale? La déchéance de nationalité. Schœlcher a dit on ne peut pas se déclarer français et violer le dogme fondamental de la France, c'est-à-dire la liberté, la liberté. Et la peine s'est appliquée. Il y a des... Alors où étaient les esclavagistes? Ils étaient plutôt dans les Caraïbes. Hein? Eh bien, il y a des Français des Caraïbes qui ont perdu leur nationalité parce qu'ils continuaient à faire de la traite ou à acheter des esclaves. Et j'ai retrouvé ça dans les archives. Alors, est-ce que vous le saviez? Probablement pas. Est-ce que si vous l'aviez appris à l'école, ça vous aurait fait quoi? Ben, ça vous aurait donné, ça vous aurait appris quelque chose. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut tous être fiers d'avoir été le premier pays à avoir déclaré un crime contre l'humanité. Et si on l'apprend à l'école, si on l'avait appris à l'école, ben, ça fait un lien. Quand vous avez des enfants, des petits-enfants dans les écoles, avec des camarades dont les parents viennent de Guadeloupe, de Martinique ou de la Réunion, ben, ça fait partie de notre histoire commune. Ça fait histoire commune. Tout de suite, ça fait un lien. Eh bien non, ça y est pas. Eh bien c'est ça qui nous manque. C'est que quand on fait l'histoire de France, on fait l'histoire métropolitaine de la France,
on oublie la part de notre histoire, qui est l'Empire. La France n'a pas été que il n'est toujours pas que la métropole, on est présent dans les 6 continents. Et on ne cesse tout le temps, c'est quelque chose qui revient en permanence. J'ai été un peu impliqué récemment dans les débats sur la déchéance de nationalité. Eh bien, l'INSEE a produit, je sais pas, l'INED, des chiffres sur les doubles nationaux. Évidemment, on a parlé des métropolitains. On n'a pas parlé des doubles nationaux d'outre-mer. Et on a oublié surtout ceux des Français de l'étranger. Oh, ils sont majoritaires. La majorité des Français de l'étranger sont binationaux. On y pense pas. On est toujours centré sur la métropole. Alors que, justement, nous avons une histoire qui a une dimension mondiale. Et je le dis d'ailleurs, je le redis dans ce livre. J'avais travaillé au moment où Nicolas Sarkozy avait lancé son débat sur l'identité nationale. J'avais dit, bon, bah alors moi je participe. On m'avait proposé de participer. Le Monde m'a demandé de faire un article. Je dis, voilà. L'identité nationale, c'est pas forcément d'extrême droite. Ça peut être quelque chose de partagé. Et qu'est-ce que, à partir de mes travaux dans les archives, j'ai dit, voilà, on peut dire qu'il y a 4 piliers de notre identité. D'abord, le principe d'égalité, qui nous vient du catholicisme. Pas du protestantisme, qui reconnaît, au contraire, qu'il y a une hiérarchie entre les gens. Dans le catholicisme, il n'y en a pas. Donc ça a été un concept laïcisé, républicanisé. Et ça s'est traduit, par exemple, dès après la Révolution, dans l'égalité dans l'héritage. On ne se rend plus compte aujourd'hui à quel point l'égalité dans l'héritage, qui est un des articles du Code civil, qui casse le droit d'aînesse, a été une révolution dans les structures familiales. On oublie, on dit, bon non, ça va de soi, mais ça n'allait pas de soi du tout. Balzac écrit plusieurs romans où il regrette, il dit que ça détruit la propriété. Et puis c'était l'égalité avec les filles aussi, c'était garçons-filles. Le Code civil n'était pas très égalitaire, mais sur ce sujet-là, il l'était. Et c'était un sujet fondamental. Et puis ça a fait, c'était un principe ensuite, voilà, qui progresse encore tous les jours, qui n'est pas encore achevé. La mémoire de la Révolution. On est le seul pays au monde où dès qu'on a un problème, on descend dans la rue. Qu'on soit de gauche ou même de droite. On descend dans la rue. Tout le monde nous regarde, on est connu pour ça. Bon, le statut de la langue et la culture, il n'y a pas d'autre pays où toute l'élite veut terminer dans un seul endroit, dans un endroit où on se réunit une fois par semaine pour faire le dictionnaire. Bon, il n'y a pas beaucoup de pays où il y a un dictionnaire officiel, comme chez nous. Et enfin, il y a la laïcité. C'est un régime, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont le mot laïcité, il y en a 2 autres, c'est la Turquie et je crois le Mexique. C'est pas traduisible très facilement. Et c'est un régime, alors ça j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un régime d'organisation de la religion qui a une particularité, c'est la neutralité de l'État. C'est un régime qui est organisé autour d'un principe, celui de la liberté de conscience. Et comme l'État était si puissant dans notre histoire, et comme il y avait une intrusion d'une Église très puissante dans l'État, l'Église catholique, qui s'est parfois mêlée de ce qui ne la regardait pas, comme par exemple au moment de la décision de savoir si on faisait la République ou on maintenait l'Empire ou la monarchie, après la défaite franco-prussienne, eh bien la séparation était une façon de dire on garantit la liberté de conscience, en empêchant la religion d'être dans l'État, et l'État d'ailleurs dans la religion. Et après, il y a aussi le respect de toutes les options spirituelles. Ça, c'est les principes de la laïcité. La laïcité, c'est d'abord du droit. Quand vous avez entendu toutes ces discussions, hein, vous entendez toutes ces batailles qu'il y a, M. Bianco, M. Valls, Mme Badinter, etc. Mais en réalité, c'est très simple. La laïcité, c'est d'abord du droit. J'enseigne aux États-Unis. Je dis aux Américains, quand mes élèves, je leur dis, écoutez, aux États-Unis, il est légal de blasphémer. Plus qu'en France. Vous pouvez brûler la Bible, le Coran, vous avez tous les droits. Mais si vous émettez le moindre doute sur l'existence de Dieu, vous ne pouvez pas être candidat aux élections. Vous n'avez aucune chance d'être élu. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a
une distinction entre ce qui est la loi et ce qui est les croyances des gens, et ce qu'ils attendent des autres. La loi française est assez proche de la loi américaine. On respecte les droits de chacun de croire ou de ne pas croire. Mais les croyances sont inverses. La majorité des Américains sont croyants et considèrent que les athées sont des gens dont il faut se méfier. On ne peut pas leur faire confiance. Et bien chez nous, c'est l'inverse. Je veux dire que la majorité des gens ne sont pas croyants, et certains qui ne sont pas croyants ont tendance à penser que les croyants, il faut s'en méfier. Mais vous voyez, c'est intéressant de faire des comparaisons, parce que du coup, on comprend mieux que, bon voilà, la loi, comme tout système juridique, fait l'objet de plusieurs interprétations. Quand M. Valls, par exemple, il était ministre de l'Intérieur à l'époque, pas Premier ministre, il dit la Cour de cassation n'a pas bien. Il critique la Cour de cassation qui avait interprété sur la crèche de Babylou. Bon. Est-ce que la Cour de cassation ne respecte pas la laïcité? Si, simplement elle n'interprète pas comme M. Valls. Et il y a plusieurs interprétations. Les Américains, je peux vous dire, s'affrontent sur l'interprétation du premier amendement qui organise le statut de la religion dans le droit américain. Je peux vous dire que c'est des batailles épiques devant la Cour suprême, tous les ans. Mais c'est pas grave. Voilà, une fois c'est l'un qui gagne, une fois c'est l'autre, etc. Et c'est des batailles d'interprétation. Et notre laïcité, elle est particulière parce que elle est organisée autour de la liberté de conscience et elle neutralise l'État, ce qui n'est pas le cas de la plupart des régimes politiques du monde, peut-être à l'exception de la Chine, mais la Chine, elle, est anti-religieuse. Elle interdit la pratique de la religion, ce qui n'est pas le cas de la laïcité française.